sommaire de cette édition, ils ont fait gronder leur moteur et donner de leur temps pour la bonne cause. Plusieurs centaines de motards au grand cœur ont sillonné les communes de notre arrondissement ce week-end pour l'opération Une rose, un espoir. C'était la 26e édition de cette grande collecte en faveur de la Ligue contre le cancer. Elles ont marqué les années 2000 avec leur tube emblématique « Toutes les femmes de ta vie ». Les L5 étaient les têtes d'affiche de la fête du printemps organisée par les vitrines de Sarreguemines. Samedi soir, elles ont fait vibrer leurs fans de la première heure lors d'un concert gratuit organisé au centre-ville. Des courses de vélo de 65 et 106 km, des promenades et animations. Autour du vélo, c'est ce dimanche à Sarreguemines sur le parking du centre nautique. Rendez-vous de 10h à 18h. Les salariés en boulangerie ne sont dorénavant plus autorisés à travailler le 1er mai. Une nouvelle réglementation qui passe mal auprès de la Confédération des boulangers. Elle demande des éclaircissements. Nouvelle défaite pour le Sarreguemines Football Club. Les Fayenciers ont été défaits 2-0 samedi soir par le Besançon FC. Les Sarregueminois occupent toujours la 8e place du classement de National 3. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, coup de projecteur sur un fléau alarmant, la prostitution des mineurs. En France, 15 à 20 000 jeunes filles seraient concernées. La journaliste mosellane Nadège Hubert, co-autrice du livre À cœur perdu, a enquêté pendant plusieurs années sur ce phénomène. Elle a rencontré des victimes, des clients, mais aussi des proxénètes. Elle sera notre invitée après la pub. Mais d'abord, vous les avez sans doute croisés ce week-end dans les rues ou devant votre porte. Plusieurs centaines de motards ont collecté des dons pour la recherche contre le cancer en échange d'une rose. Une cinquantaine de bénévoles du Beacherland étaient à leur côté. Retour sur cette 24e édition de l'opération Une rose, un espoir dans ce reportage d'Émilie Hazel. Les motards étaient nombreux ce week-end à sillonner les villages du Pays de Bitche avec leurs fleurs. L'association Une rose, un espoir a organisé sa 24e opération. Environ 300 motos ont fait du porte-à-porte dans 62 villages afin de récolter des dons en échange d'une rose. On est trois? Prends trois, hein, une de chaque couleur. Pour rendre possible ces 2 jours de récolte de dons, une cinquantaine de bénévoles se sont mobilisés en plus des motards. Parmi eux, certains sont là depuis 20 ans, depuis quelques années seulement, et pour d'autres, c'est la première année. Chacun a sa raison de donner un coup de main. Parce que c'est important pour moi. Et en fait, ça permet de pouvoir faire avancer les choses, la recherche et autres. Pour passer une bonne journée et aider pour la recherche du cancer. J'aimais bien monter sur la moto avec mon papy, donc je me suis dit autant aller faire les roses d'espoir. Alors le voulu, c'était presque une obligation. Mon mari a eu des gros soucis de santé, des soucis de dos. Donc nous avons vendu la moto. Et ça n'engage en rien le fait d'aider autrement. Les bénévoles sont sur tous les fronts. Dans les cuisines, en salle, dans les voitures, bien sûr. C'est là qu'il les faut. On a le dépanneur qui est là, les photographes, ceux qui font les films, ceux qui font les photos. Ce sont aussi des bénévoles. C'est d'encadrer finalement l'équipe des motards, parce que l'équipe des motards à elle toute seule ne suffit pas. Il faut se restaurer, c'est la moindre des choses. Il faut organiser, c'est le gros boulot de l'organisation. Bonjour. Alors, voilà, rose rouge, c'est mieux. Et que serait cette opération sans votre générosité? L'an dernier, rien que dans le Pays de Bitche, elle avait permis de lever 104 000 € pour la Ligue contre le cancer. Pour comprendre les raisons de ce succès, nous vous avons tendu notre micro hier matin à Sarreguemines lors d'une collecte menée par les motards de Vousvillers. Écoutez. Comme chaque année, je donne parce que je pense que c'est une belle cause. Et puis de toute façon, je pense que si on donne chacun un tout petit peu, ça peut faire avancer les choses. Et puis ça donne un peu d'espoir aux gens qui sont malades. Et je pense que tout le monde peut faire un petit geste. Parce qu'un cancer, ça touche beaucoup de personnes. Moi, j'ai personnellement des membres de ma famille qui sont décédés et qui ont eu des cancers. Donc, voilà. C'est pour la Ligue contre le cancer, qui est quand même un groupement qui est vraiment sûr en matière de collecte de dons. Il faut donner pour que la recherche avance. Et on voit déjà que la recherche progresse et il faut qu'elle progresse encore.
Quand on voit qu'on a réussi à mettre en place un vaccin contre le papillovirus. Je trouve que c'est un peu plus convivial de venir aux maisons, sonner aux portes et puis du coup ça donne aussi tendance à en prendre plusieurs et donc de faire un peu plus de dons. Déjà, on est prévenu le matin avec le klaxon, donc après on s'impatiente de les voir arriver et sonner à nos portes. On s'intéresse maintenant à cette nouvelle réglementation qui fait débat. Jusqu'à l'an dernier, les boulangers pouvaient faire travailler leurs employés le 1er mai. Désormais, ce n'est plus permis. Les entreprises qui enfreignent cette règle s'exposent à des amendes, une mesure qui passe mal auprès de la Confédération des boulangers. Depuis l'année dernière, en fait, le droit d'ouverture aux boulangers le 1er mai a été remis en question suite à un contrôle qui a été effectué par une inspectrice du travail en Vendée. L'inspectrice est allée constater que les salariés des salariés étaient présents justement pour travailler. Et donc ça, dans le droit du travail, officiellement, c'est interdit pour le 1er mai. C'est vraiment la journée où la plupart des salariés n'ont pas le droit de travailler. Sauf qu'en 1986, on a eu au sein de la profession, au niveau de la profession, un droit d'exception qui nous autorisait à ouvrir, sauf qu'il a été remis en question parce que ce n'est pas noté et notifié dans le droit du travail. Donc il y a un flou juridique qui est malheureusement présent aujourd'hui. Et on va tout faire pour pouvoir changer la chose et enfin avoir un projet de loi qui nous autorise officiellement et que ce soit noté dans le code du travail et qui autorise les boulangers à ouvrir et à faire travailler les salariés le 1er mai. Et face à cette levée de bouclier, des sénateurs du centre ont déposé une proposition de loi pour permettre aux établissements déjà autorisés à ouvrir le dimanche comme les boulangeries de pouvoir le faire le 1er mai. L'initiative est soutenue par le gouvernement. De son côté, la CGT s'oppose à cet assouplissement. Elles étaient 5, elles ne sont plus que 3, mais elles continuent de fouler les scènes francophones. Les L5 étaient de passage à Sarreguemines ce week-end. Elles étaient les têtes d'affiche de la fête du printemps organisée par les vitrines de Sarreguemines, l'association des commerçants. Marie-Morgane Pires était sur place. C'est l'un des tubes incontournables des années 2000. Toutes les femmes de ta vie, un titre qui a cumulé 1 600 000 ventes à sa sortie en 2001 et le public le connaît encore par cœur, comme ici à Sarreguemines. Le groupe se sépare en 2007. Depuis 2022, Coralie, Alexandra et Marjorie se sont réunies pour retrouver leur public. Là où on est vraiment encore aujourd'hui stupéfaite, c'est de se dire que plus de 20 ans après, les gens sont toujours au rendez-vous, plus que jamais, j'ai envie de dire. Et on réalise vraiment aujourd'hui l'impact qu'on a eu il y a 20 ans. En fait, il a fallu toutes ces années pour réaliser notre histoire. Après la folie des années 80, c'est la génération 90-2000 qui attire les foules dans les festivals et des tournées dédiées. On s'en parlait il y a un petit moment de ça, bien avant ça, on se disait mais c'était les années 80, c'est quand que ça vient à nous? C'est vrai, on se le disait. Et là on est dedans, ouais. Et là on est en plein dedans et on est heureuse. C'est à Sarreguemines qu'elles ont débuté leur nouvelle saison. Dans le public, des fans de la première heure comme William et sa sœur Maëva. Honnêtement, j'ai pas de mots. Et ouais, ça fait bizarre. 24 ans après que j'attends de les voir, elles sont magnifiques. On était trop contents en fait. Trop l'angoisse, mais trop bien. Ça annonce le début d'une folle tournée. Et c'est marrant parce qu'on garde toujours en souvenir en général la première et la dernière date, même s'il y en a de fabuleuses au milieu. Et il y a des anecdotes qui se créent, mais voilà. Là, on démarre à Sarreguemines et c'est top. Les L5 ont donné ce concert gratuit, organisé par les vitrines de Sarreguemines pour la fête du printemps. En première partie, des artistes locaux étaient sur scène. Giuliana Losardo, qui a interprété pour la première fois en live son titre Ma Force, mais aussi Marina D'Amico et Matteo Licata. Grâce à vous, je trace mon chemin. À chaque échelle, me tenir la main. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Le vélo sera à l'honneur ce dimanche à Sarreguemines. Marie-Morgane, tu as assisté à la présentation de ce nouvel événement. En quoi consiste-t-il exactement? Alors c'est l'événement autour du vélo. Il est organisé par la communauté d'agglomération de Sarreguemines. Ça se passera le 4 mai sur le parking du centre nautique de Sarreguemines qui sera entièrement dédié à cet événement. Avant de vous en dire plus sur le programme de la journée, on écoute la vice-présidente de la CASC, Sonia Cristinelli-Frébeuf, qui nous explique la genèse de cette journée.
Nous avons toujours sponsorisé le Sprinter Club qui faisait des courses cyclistes sur le territoire de la communauté d'Aglo. Et c'est vrai que les dernières années, on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins de spectateurs, voire même à l'arrivée. Et puis c'était finalement un peu triste pour tous ceux qui avaient fait leur kilomètre en vélo, qui s'étaient donnés à fond. Et on s'était réunis avec le Sprinter Club pour réfléchir sur une éventuelle manifestation autour du vélo. Et il y aura la 23e édition du Grand Prix cycliste de la Casse qui sera à suivre ce dimanche au départ de l'avenue de la Blise. 2 courses au programme. À 10h, une course de 65 km de niveau régional. Les cyclistes parcourront une boucle de 10 km. À 14h, départ de la course élite sur la même boucle pour parcourir 106 km. Et en dehors de cette course, est-ce qu'il y aura d'autres animations pour le grand public? Oui, bien sûr, plusieurs associations sont mobilisées, le Sprinter Club évidemment, mais aussi le Cyclo-Club de Sarreguemines, l'association Sarreguemines à vélo et les Atlaruches. L'idée de cette animation est d'attirer les amateurs de vélo, qu'ils soient débutants ou confirmés, ou même ceux qui n'ont pas trop confiance sur un 2 roues. Il y aura un parcours d'agilité, la découverte de vélos atypiques que le public pourra tester, un atelier de réparation de vélos, un stand pédagogique pour obtenir des conseils. L'office de tourisme sera présent pour informer sur les différents circuits possibles sur le territoire. A noter que l'agglomération de Sarreguemines compte 270 km de pistes cyclables. Et Marie-Morgane, le public pourra également profiter de balades à vélo. Oui, 2 sorties VTT seront proposées, une boucle de 20 km et une de 35 km avec des départs libres entre 10h et midi. Attention, il faudra apporter son propre vélo. Donc je vais rappeler un petit peu les petites informations pratiques. Autour du vélo sera organisé ce dimanche 4 mai de 10h à 18h sur le parking du centre nautique de Sarreguemines. On suivra évidemment ça de près sur Mosaïque Cristal. Merci beaucoup Marie-Morgane Pires pour toutes ces informations. En foot maintenant, nouveau coup dur pour le Sarreguemines FC. Après leur victoire éclatante la semaine dernière face au Racing Besançon, l'un des poids lourds du championnat, les Fayenciers ont lourdement chuté samedi soir contre le Besançon FC, 11e au classement. Le résumé de la rencontre par Thibaut Desmerlet. C'est une défaite amère pour le Sarreguemines FC. Les hommes de Jamel Ferjani ont subi le jeu du Besançon FC, venu au stade de la Blise pour la 24e journée de championnat de France de National 3. Après avoir pris un but dans les premières minutes du match, le SFC résiste jusqu'à la deuxième mi-temps. Mais le Besançon FC marque un second but. Un sentiment de colère qui m'anime parce qu'on n'a pas du tout fait le match qu'on souhaitait faire face à une belle équipe qui nous a montré tous les ingrédients qu'il fallait mettre dans un match. Déjà de l'envie, une grosse motivation, de la combativité, de la qualité dans le jeu. On s'est vu plus beau que ce qu'on était et on n'a pas respecté notre adversaire, on n'a pas respecté ce championnat, on n'a pas respecté nos supporters, on n'a pas respecté le maillot, on n'a pas respecté le plan de jeu, on n'a rien respecté aujourd'hui et on s'est fait punir comme des enfants. Score final 2-0 pour le Besançon FC. J'ai demandé une grosse remise en question générale à tous les niveaux, des joueurs jusque dans le staff. Donc mettre en avant le club, l'équipe et se remettre au travail. Le SFC descend à la 8e place au classement du groupe H. La prochaine rencontre, pour l'avant-dernière journée du championnat de France de National 3, ne sera pas à domicile. Les Sarregueminois seront face à la réserve du RC Strasbourg. Belle victoire en revanche pour le karaté-do de Sarralbe. Junior Gawa, nouvelle recrue du club, vient d'être sacré double champion de France de Krav Maga. Porté par sa passion pour les sports de combat et par son goût de l'effort, il se projette déjà vers les championnats d'Europe qui auront lieu à Florence, en Italie. Tout de suite, la météo et on se retrouve juste après avec notre invité. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette météo très estivale. Au programme de demain, du soleil le matin, du soleil l'après-midi et un ciel dégagé dans la nuit. Les températures sont de saison, 19 degrés le matin et 24 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Catherine. Bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal. Plus 1 euro? Mais sérieux? Ah oui, c'est du sérieux. Le menu bon et pas cher évolue. Pour 1 euro de plus, remplacez votre 4e produit par un plus copieux. Ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez en profiter au nouveau restaurant Burger King de Rohrbach-les-Beach. Burger King. Préparez-vous pour une nouvelle aventure de Hopla. Aujourd'hui, j'ai troqué mon casque pour un chapeau de cow-boy. Je vous emmène découvrir la ferme des orchidées et le Maximum Ranch situé à Breisenbach. Cette ferme d'animation est tenue par un véritable passionné des animaux et du Far West. À travers des activités ludiques et pédagogiques pour petits et grands, découvrez une trentaine d'espèces d'animaux à plumes, à poils et à carapace. Nous partirons également à la rencontre d'autres passionnés qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce mercredi sur Mosaïque Cristal. On en vient à ce fléau qui fait froid dans le dos, la prostitution des mineurs. En France, 15 à 20 000 jeunes filles au moins seraient concernées et ce phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. Bonjour Nadège Hubert, vous êtes journaliste et vous avez coécrit avec Claude Ardide À cœur perdu, une enquête bouleversante sur ce sujet qui fait suite à votre documentaire Jeunesse à vendre sorti en 2018. Alors 8 ans plus tard, vous parlez d'un raz-de-marée, d'un tsunami, plus 70% en 5 ans selon vos chiffres. Comment expliquer cette accélération ? Comment expliquer cette accélération ? Les réseaux sociaux ont joué un grand rôle. Et les enfants d'aujourd'hui ont un autre rapport au corps que le nôtre, l'accès à la pornographie. Et puis les proxénètes, eux, vont repérer leurs victimes au sein de l'aide sociale à l'enfance. Donc là où elles sont assez fragiles déjà. Et puis sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Snapchat, TikTok. Donc en fait, ils ont beaucoup plus de possibilités d'entrer en contact avec de futures victimes. Donc il y a cette accélération et puis surtout, il faut quand même bien comprendre que pourquoi elles tombent dans la prostitution, parce qu'avant, elles ont subi des violences intrafamiliales, inceste, viol, et ça n'a pas été repéré. Donc elles vont tomber beaucoup plus facilement dans la prostitution et être repérées par des proxénètes. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux font office de recruteurs silencieux, si on comprend bien, c'est ça hein ? C'est exactement ça. Les filles d'aujourd'hui vont tout mettre sur les réseaux sociaux, leur vie. Donc pour les proxénètes, c'est assez simple. Et en plus, ils utilisent aussi d'autres filles du même âge qui vont servir de recruteuses et qui vont, en rentrant en contact avec des jeunes filles donc, qui parfois sont en rupture scolaire, donc elles vont permettre, comme ce sont des filles de leur âge, elles vont faire confiance beaucoup plus facilement. Si c'est une ado de 15 ans qui parle à une autre ado de 15 ans plutôt qu'un jeune homme où elles vont peut-être un peu plus se méfier. Donc effectivement, Internet a vraiment tout bouleversé et c'est pour ça qu'il faut vraiment alerter et surtout fermer certains sites aussi qui permettent de se prostituer sur le net, comme Sex Model, où avec 50 € vous pouvez créer une annonce et là vous allez avoir des clients mais très très vite. Hein. C'est assez stupéfiant. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez d'une société devenue, je cite, une fabrique de filles corvéables à merci. Alors justement, ces filles, hein, dans votre livre, vous racontez un peu leur parcours. On a Leïla, par exemple, qui se prostitue à 13 ans, Marine, qui enchaîne les passes dans plusieurs villes, Aïssa, qui est exploitée par son petit ami. Qu'est-ce qui fait basculer ces jeunes filles qu'ont-elles en commun ? Des carences, des fêlures, et elles vont être repérées, c'est-à-dire que jamais une fille ne se prostitue pas pour s'acheter un sac. Ça, c'est encore une image qu'on va coller aux femmes. Les femmes sont vénales, les filles sont vénales. On est un peu dans cet esprit-là. Pas du tout, c'est-à-dire que quand elles tombent dans la prostitution, c'est parce qu'avant, nous, en tant que société, nous n'avons pas su repérer que ce soit toutes les violences intrafamiliales ou alors les viols et le viol aussi par un petit copain un peu plus tard au collège. C'est tout ça en fait
fait. C'est toutes ces brèches, ces fêlures qui vont être repérées, mais c'est jamais un hasard. Jamais elle se réveille un beau matin en se disant « je vais me prostituer ». Donc il y a quasiment une banalisation en fait, du phénomène chez ces jeunes filles. Elles n'ont pas forcément toujours conscience de ce qu'elles vivent. Hein. Complètement. Et puis on s'aperçoit aussi qu'il y a souvent une ressemblance entre l'inceste et la prostitution. L'inceste, on est dans le secret. La personne incestueuse va dire si tu es gentil avec moi, tu auras des cadeaux, tu auras de l'attention. La prostitution, c'est la même chose finalement. Si tu fais ce que je te dis, tu auras des cadeaux, tu auras de l'attention. Même si finalement c'est de la violence, c'est que de la violence. Il faut quand même rappeler que c'est l'une des pires violences qu'il est possible de faire subir à un être humain. Ce sont des adolescentes en pleine construction, donc il faut imaginer ce qu'elles vivent. Et en plus, il faut quand même bien expliquer que c'est des dizaines de clients par jour, des centaines par mois et des milliers par an. Donc c'est vraiment, imaginez sur des jeunes filles de 13, 12, 14 ans, parce qu'il faut quand même savoir que l'âge d'entrée dans la prostitution baisse chaque année. Aujourd'hui, dans le département de la Seine-Saint-Denis, on est à une moyenne de 14 ans et 8 mois. C'est la première fois qu'on passe en dessous de la barre des 15 ans. Il faut vraiment s'en alerter. Et d'ailleurs, la chef du parquet des mineurs de Marseille parle même d'une enfant de 11 ans, c'est l'une des plus jeunes victimes. Ce qui frappe aussi, c'est que toutes les classes sociales sont touchées, des zones rurales aux grandes villes. Que révèle ce phénomène, cette tendance ? Ça révèle, c'est le signe d'une époque, c'est-à-dire que finalement ce sont les conséquences de violences toujours qu'on n'a pas vues. C'est-à-dire que les violences intrafamiliales, c'est dans toutes les classes sociales, ça touche n'importe qui. Et en plus, on se rend aussi compte que la façon dont les relations entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes, ça joue aussi là-dessus. C'est-à-dire que les proxénètes, eux, on voit par exemple qu'ils ont été des délinquants avant, qu'ils ont été dans le stup ou ce genre de choses. Mais les clients, c'est toute la société. Donc il y a vraiment quand même un problème de ces relations entre les filles et les garçons, puisque c'est tout profil, et donc c'est toutes les classes sociales qui sont aussi visées. C'est pas une histoire de classe sociale, et ça, il faut vraiment faire attention, même si il est vrai que beaucoup de proxénètes vont recruter au sein des foyers de l'aide sociale à l'enfance, parce que c'est très simple, mais en tout cas, ça touche quand même toutes les classes sociales, puisqu'on peut être une fille qui vit dans une famille où tout va bien, où les parents ont de l'argent, où on part en vacances, et puis peut-être qu'elle a été violée par un voisin, qu'elle va tomber dans la prostitution, et les réseaux internet, même si elle est dans un petit village, c'est-à-dire que ça permet de connecter, c'est un facilitateur pour repérer toutes ces victimes, donc personne n'est à l'abri. Il existe donc, on l'a bien compris, un système bien rodé pour faire tomber ces jeunes filles. Vous décrivez dans votre livre 3 cercles d'enrôlement, les groupes de copines, les loverboys et les réseaux comme Sex Model, que vous avez rencontrés, certains d'entre eux. Qu'est-ce que vous savez à leur sujet ? Pour les proxénètes, c'est-à-dire que nous, les proxénètes, on les a surtout rencontrés quand on a suivi, donc on a été en immersion à la brigade de répression du proxénétisme de Marseille. Une courte période, 5 jours, et ça nous a suffi. Il y avait des petits proxénètes de 15-16 ans. La victime 14 ans. Ils se connaissaient et on s'est vraiment rendu compte qu'ils n'avaient aucune conscience de la gravité des faits. Mais voilà, c'est-à-dire que on est vraiment dans des profils comme ça de proxénètes qui parfois sont très jeunes, l'âge des victimes. Après, vous avez beaucoup de jeunes majeurs et on peut en concernant les clients, eux, c'est aussi tout profil confondu et ça va de 18, et vous avez même des mineurs sur les clients, et ça va jusqu'à 60 ans, et donc ça pose de réelles questions sur notre rapport entre les hommes et les femmes, et pourquoi ils se permettent ça, c'est-à-dire que ces jeunes filles sont des objets, sont juste des objets de consommation, et on se rend vraiment compte que il y a un problème entre les filles et les garçons et que les agresseurs sont des hommes, les clients sont dans l'écrasante majorité des hommes, les proxénètes sont aussi des hommes, et même quand ils agressent d'autres hommes, ce sont des hommes encore qui agressent. Et malheureusement, la plupart des victimes, ce sont des femmes. Mais qu'est-ce que risquent alors ces clients et ces proxénètes, juridiquement parlant ?
Ils peuvent risquer beaucoup, sauf qu'il y a toujours un problème. Quand on a suivi des procès, notamment celui de Pontoise, avec 6 clients, dont un a été relaxé, quel a été le problème? Connaissait-il l'âge de la victime? Avait-il conscience? Elle avait 12 ans. Mais comme ils ont été sur un site sexe modèle, et sur les sites, c'est 18 ans. Donc eux, au départ, quand ils vont sur l'annonce, ils ne savent pas qu'elle a 12 ans. Mais après, quand ils rentrent dans la chambre d'hôtel, une chambre souvent miteuse, ils rentrent, ils voient très bien que cette jeune fille, elle a quand même une façon d'être, de parler, un corps, peut-être qu'elle fait un peu plus, mais elle ne fait pas plus de 18 ans. Et ils nous disent, de toute façon, ils ne les regardent pas, ils ne leur parlent même pas, et finalement, ils ont des peines qui ne sont pas criminalisés, puisque si c'est moins de 15 ans, c'est un crime, c'est un viol. Donc là, ils sont juste correctionnalisés, c'est-à-dire que c'est en comparution immédiate, et donc ils prennent très peu. Quand ils prennent, par exemple, pour Pontoise, ils ont pris 18 ans, ferme, dont 12 mois avec sursis, donc finalement, ils n'iront jamais en prison. Et on n'a pas vu encore de clients accusés de proxénétisme aggravé aller en prison. Et pour les proxénètes, là, ils peuvent prendre un peu plus, c'est-à-dire que quand il y a, par exemple, acte de barbarie et séquestration, donc là ils peuvent prendre beaucoup plus, comme à Nice, mais là c'était un réseau, c'était vraiment bien ficelé, il y avait plusieurs proxénètes et ils ont pris entre 23 ans et 25 ans de réclusion avec sûreté des 2/3. D'ailleurs, la justice, entre autres, mais aussi l'école et les parents sont souvent démunis, vous le dites dans ce livre, face à ce phénomène. La magistrate que vous avez interviewée parle d'un manque cruel de moyens. Est-ce que c'est l'échec collectif le plus grand aujourd'hui ? Exactement, on manque de moyens, police, justice, protection de l'enfance, éducation nationale, santé, puisqu'il y a aussi le santé, et il faut quand même s'occuper de ces jeunes filles après pour leur trauma. Donc effectivement, on manque d'argent, on manque de moyens, et il y a un gros problème de recrutement. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Et en plus, il faut quand même comprendre que ces enquêtes sont chronophages. Elles demandent beaucoup de moyens, autant que pour le STUP, écoute téléphonique, pose de balises, étude des factures détaillées, mais ils n'ont pas autant de moyens. Donc là se pose un vrai problème, effectivement, que ce soit dans tous les domaines, mais là il faut sortir du déni, donner les moyens, une vraie volonté politique, mais aussi des départements. Ça, il faut que ce soit vraiment collégial, et aussi au niveau des parents, c'est-à-dire surveiller davantage ce que font leurs enfants. Donner un téléphone à un enfant aujourd'hui, c'est pas anodin, il faut de la prévention, il faut lui expliquer les dangers, et ça, donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui doit être collégial au niveau de toute la société, parce que ce fait-là, ce ne sont pas des faits divers, c'est un vrai fait de société et il faut vraiment le traiter comme tel. Et vous, personnellement, après avoir entendu autant d'histoires bouleversantes, comment vous en ressortez? Qu'est-ce que ça laisse humainement? C'est compliqué, beaucoup de colère parce qu'en fait on se sent responsable, on a l'impression qu'on n'a pas joué notre rôle même en tant que média, on a aussi une responsabilité là-dessus, et puis beaucoup de colère parce qu'il y a une grande impunité de la part des proxénètes, de la part des clients, et ça c'est intolérable. Et quand on voit les victimes, quand elles se démènent, quand elles sont là, présentes lors des procès, c'est assez rare, on voit bien qu'elles ne sont pas satisfaites des réponses, et elles ont raison, c'est-à-dire qu'on a failli tous, et il faut vraiment qu'on se remette en question. Merci beaucoup Nadège Hubert d'être venue nous parler de votre livre À cœur perdu, c'est à retrouver en librairie chez Mareuil Éditions. Bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal.